Nous sommes ici devant l'usine Buna, caoutchouc en allemand, construite par IG Farben avec la main-d'œuvre esclave de dizaines de milliers de prisonniers. Encore en activité aujourd'hui, elle couvre un territoire d'environ 350 hectares, l'équivalent de 500 terrains de football. Dès sa première visite à Auschwitz en mars 1941, Heinrich Himmler, chef suprême de la SS, a fait part des décisions prises pour la ville et ses environs. Le développement d'un pôle industriel est prévu dans ce projet. Il avait promis à IG Farben, le plus grand trust d'industrie chimique au monde, de lui fournir 10 000 détenus du camp de concentration pour construire cette usine destinée à produire 30 000 tonnes de caoutchouc synthétique et 75 000 tonnes de fioul synthétique par an. La participation de IG Farben, comme celle de Krupp et Siemens, à l'effort de guerre, mais aussi au développement de cette zone baptisée zone d'intérêt, est primordiale pour l'État SS. La viabilité économique pour la colonisation de ces territoires de l'Est en dépend. Pour cette raison, lors d'une première réunion à l'automne 1940, Hermann Göring, en tant que chef du plan économique du Troisième Reich, puis Himmler par la suite, s'empresse d'accepter les conditions posées par la direction de IG Farben. IG Farben Industrie est en réalité un consortium qui réunit dans son sein les firmes les plus importantes de l'industrie chimique allemande, telles que BASF pour les polymères, Bayer pour les médicaments, Agfa pour les produits photo et cinéma, Hoechst pour les colorants et de nombreux produits chimiques. Plusieurs sociétés plus petites à travers toute l'Allemagne et beaucoup d'autres en Europe appartiennent à cet empire industriel gigantesque. Le village de Dwory est exproprié et rasé pour permettre la construction de l'usine. Les premiers détenus, quelques centaines de prisonniers politiques polonais, commencent la construction dès avril 1941. Ils sont encadrés par des prisonniers de droit commun allemands transférés du camp de Mauthausen. La Buna est aussi grande qu'une ville. Ses rues et ses bâtiments portent comme nous de numéros ou de lettres ou de noms inhumains et sinistres. Outre les cadres et les techniciens allemands, 40 000 étrangers y travaillent et on y parle au total 15 à 20 langues. Tous les étrangers habitent dans des différents lagers qui entourent la Buna. Le lager des prisonniers de guerre anglais, le lager des Ukrainiennes, le lager des travailleurs volontaires français et d'autres que nous ne connaissons pas. Notre propre lager, Judenlager, Vernichtungslager, KZ, fournit à lui seul 10 000 travailleurs qui viennent de tous les pays d'Europe. Et nous sommes les esclaves des esclaves, ceux à qui tout le monde peut commander. Et notre nom est le numéro que nous portons tatoué sur le bras et cousu sur la poitrine. La tour du carbure, qui s'élève au centre de la Buna et dont le sommet est rarement visible au milieu du brouillard, c'est nous qui l'avons construite. Ces briques ont été appelées Ziegel, mattoni, tegula, cegli, kamenei, bricks, teglak. Et c'est la haine qui les a cimentées. La haine et la discorde, comme la tour de Babel. Et c'est le nom que nous lui avons donné, Babelturm, Babelturm. En elle, nous haïssons le rêve de grandeur insensé de nos maîtres, leur mépris des dieux et des hommes, et de nous autres hommes. Dans un premier temps, les internés du Stammlager sont conduits ici en camion. Lorsqu'ils sont de plus en plus nombreux à être affectés à la construction de la Buna, les camions manquent. Ils font donc à pied
le trajet d'Auschwitz I au chantier de construction de l'usine. Ils partent à 3h30 du matin, effectuant à l'aller comme au retour les 4 à 6 km du camp principal. Ils traversent donc la ville d'Oswiecim au vu et su de la population, comme le font d'ailleurs les camions qui transportent les corps de ceux morts au travail. Pour éviter de traverser la vieille ville, un pont en bois est construit sur la Sola, ainsi qu'un chemin de fer qui conduit à la Buna. Cependant, la facture venant de la Deutsche Bahn pour les transports s'avère très élevée. En juillet 1942, il est décidé de construire un camp sur place. Le village de Monowice est rasé et Auschwitz III Monowitz est construit sur son emplacement. Il accueille ses premiers déportés en octobre 1942. Les problèmes du transport n'expliquent pas à eux seuls la construction de ce camp. Pour certains historiens, elle serait liée à l'épidémie de typhus qui fait rage en juillet 1942 à Auschwitz. Il fallait donc éviter que les détenus venus du camp contaminent les travailleurs civils, nombreux sur le chantier de la Buna. Aujourd'hui, il ne reste que très peu de vestiges du camp de Monowitz. Il fut entièrement démonté et le village de Monowice progressivement reconstruit. Les casemates de surveillance, enterrées ou blindées, sont toujours là pour déterminer les contours du camp. Le camp de Monowitz comporte 101 baraques, dont 60 blocs d'habitation, répartis sur 15 hectares. Comme toujours, les logements des SS sont à l'extérieur du camp. En novembre 1943, avec le départ de Rudolf Höss d'Auschwitz, les SS restructurent l'organisation des 3 camps principaux. Auschwitz II Birkenau et Auschwitz III Monowitz deviendront des camps autonomes. Le capitaine SS Heinrich Schwarz fut nommé commandant de Monowitz et c'est sous son autorité que sont placés une trentaine des camps de travail du pôle industriel, avec un effectif qui totalise, en 1944, environ 35 000 hommes. Un grand nombre de ces travailleurs sont mis à la disposition des mines de charbon qui alimentent la Buna en énergie. Janina, à Libiaz, à 15 km, Gunther, à Leziny, à 20 km, Fürsten, à Vessola, située à 30 km environ. Elles sont la propriété d'IG Farben Industrie. Administrativement, les autres mines dépendent également d'Auschwitz III Monowitz. La mine de Breche, à 15 km, celle de Jawiszowicz, à 18 km, celle de Jaworzno, à 20 km, et celle de Charlotte, à Ridultovi, à 70 km. En 1944, 8300 détenus travaillent dans les 7 mines gérées d'Auschwitz III Monowitz. À environ 50 km d'Auschwitz, le camp d'Altamer et ses 486 prisonniers travaillant dans une centrale thermique. À Gleiwitz, à 50 km environ, 4 sites, dont 3 industriels, 3200 détenus sont exploités. À 60 km, l'usine de produits chimiques, à Blakovnia, emploie 4100 déportés, détenus au camp Blechhammer. À 60 km, tout près de la frontière tchèque, la fabrique de ciment de Golesov et son camp, avec 1000 détenus. Le pôle industriel du complexe d'Auschwitz exploite 42 538 détenus en 1944. Au total, on dénombre 32 camps annexes desservant le pôle industriel, situés tous à l'extérieur de la zone d'intérêt. À partir de 1943, l'enregistrement des nouveaux arrivants se fait directement ici et non plus à Auschwitz I.
En 1944, ils sont 18 200 dans les 5 entreprises chimiques du complexe, dont 11 600 ici, à La Bouna. La main-d'œuvre esclave, fournie par les nazis à IG Farben, est profitable aux deux parties. IG Farben loue aux nazis 4 marks par jour le travail d'un ouvrier qualifié qui travaille 7 heures en hiver, 11 heures en été. Pour l'ouvrier non qualifié, les nazis encaissent 3 marks par jour. L'administration du camp a gagné plusieurs dizaines de millions de Reichsmark de ce commerce. Si les sommes de la transaction varient selon les périodes et les circonstances, le système, lui, ne varie guère. La mise à mort par le travail est pratiquée au moyen d'une étroite collaboration entre les industries privées et les SS. Les victimes ne sont ici que des objets qui se consomment jusqu'au néant.